Salut tout le monde, c'est Maëva, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo qui va être un petit peu particulière aujourd'hui. Enfin, je sais pas encore quel titre de vidéo je vais mettre, mais je pense que ce sera un titre assez explicite. Et du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de témoigner sur ma fausse couche et ma grossesse extra-utérine. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que Thibaut et moi avons perdu des jumeaux au mois de septembre 2021. Aujourd'hui, je choisis de faire ce témoignage non pas pour avoir des messages de pitié, je sais que vous allez être touchés par cette histoire, certainement. Mais c'est pas ce pourquoi je fais ce témoignage. Je témoigne surtout pour aider les personnes, les femmes et les couples de manière générale qui passent également malheureusement par cette épreuve. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément recherché à la suite de ce qui nous est arrivé. Je cherchais désespérément des témoignages et notamment le témoignage parfait. Et en fait, je cherchais quelqu'un qui avait vécu quelque chose de similaire ou même la même chose que moi, qui ressentait la même chose que moi. Et c'est une période où je me suis sentie extrêmement seule, et ce malgré le fait qu'avec Thibaut, on communiquait tant bien que mal et que on essayait de se soutenir du mieux qu'on pouvait, mais parfois c'est pas suffisant malheureusement. Et c'est une épreuve qui est difficile à vivre en tant que femme et aussi en tant que couple. Parce que un enfant, ça se fait à deux. Et dans notre cas, c'était une grossesse qui était voulue et attendue. Donc voilà, aujourd'hui, je souhaitais du coup faire ce témoignage, surtout pour aider en fait les personnes qui en ont besoin. Donc je préfère le dire tout de suite, si vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes ou si vous n'êtes pas très en forme, je suis pas sûre que ce soit la vidéo qu'il faille regarder aujourd'hui. Donc je vous invite à passer votre chemin si ça ne vous intéresse pas, ou si vous n'avez pas les nerfs pour écouter ce témoignage. Donc juste déjà pour commencer, avec Thibaut, ça fait maintenant 4 ans bientôt qu'on est ensemble. Aujourd'hui on est le jeudi 17 février. Notre anniversaire c'est le 22 février, donc c'est la semaine prochaine. Très vite, moi dans la relation, j'étais très investie et j'ai su très rapidement que je voulais que Thibaut soit le père de mes enfants. Pour moi, il y avait personne d'autre en fait qui pouvait remplir aussi bien ce rôle que lui. C'est mon alter ego, c'est la personne avec qui je partage tout, c'est le pilier de ma vie, c'est clairement ma famille. Qui plus est, moi je me suis toujours visualisée en tant que maman plus tard. J'ai une petite sœur handicapée dont je me suis énormément occupée quand j'étais encore chez mes parents, et forcément il y a une espèce d'instinct maternel qui est né envers elle, et c'est la raison pour laquelle je me suis toujours dit que plus tard je serais maman. Après, il y a des événements dans ma vie qui ont fait que j'étais absolument pas prête à avoir des enfants. J'ai eu quelques blocages avec les enfants, c'était on va dire des êtres humains avec qui j'avais pas forcément d'atomes crochus. Eux en avaient avec moi, mais moi pas forcément. Avant de prendre la décision d'avoir un enfant, je voulais quand même être à l'aise. Et puis donc au printemps 2021, avec Thibaut, on en discute et du coup on décide d'agrandir notre famille, qui actuellement est composée du coup de 3 membres, donc Thibaut, Pépito, notre lapin, et moi-même. Moi, pour être tout à fait honnête, je suis le genre de personne qui, lorsqu'elle a une idée en tête, c'est parti quoi, on perd pas de temps, on file droit vers l'objectif. Et du coup j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté pour tomber enceinte. J'avais repris le yoga, je me mettais à boire beaucoup plus d'eau, manger plus sainement, etc. Enfin vraiment c'était devenu obsessionnel. Je suivais du coup mon cycle sur une application qui s'appelle Flow, donc je savais quand est-ce que j'allais ovuler, donc je savais quand est-ce que on devait faire l'amour, etc. Enfin clairement j'étais obsédée par le fait de tomber enceinte. C'était vraiment quelque chose qui était devenu obsessionnel et presque malsain en fait, pour être vraiment très honnête avec moi-même. Après j'ai essayé de me calmer un peu, j'ai supprimé mon application pour suivre mes cycles, ça n'empêchait pas que je connaissais exactement quand est-ce que j'ovulais, etc. Mais j'ai voulu me calmer là-dessus et être un petit peu moins obsédée pour essayer de lâcher prise, parce que du coup tout le monde me disait bah oui mais tu tombes pas enceinte parce que t'y penses trop, parce que machin, parce que truc. Bon, peut-être que c'était vrai, moi à l'époque c'était quelque chose, je supportais pas quand on me disait ça. Du coup on arrive au mois d'août, fin août 2021, donc à ce moment là on est en vacances sur la Côte d'Azur avec Thibaut. On n'a pas chômé pendant les vacances on va dire, et du coup je tombe enceinte.
Et très très vite, je sens les symptômes de la grossesse s'installer, voilà, un peu comme des douleurs de règles, mal au dos, alors que j'ai eu mes règles il n'y a pas très longtemps. Donc je savais que quelque chose était en train de se préparer dans mon corps. Voilà, j'avais un peu mal au sein, etc. Donc je sentais tout ça changer. Et il y a aussi quelque chose qui ne trompe pas avec moi, c'est que je suis une personne qui est victime d'hypersudation, mais j'ai la chance de ne pas avoir d'odeur corporelle forte, et notamment au niveau des aisselles. Sauf que à ce moment-là, je commence à dégager une odeur mais nauséabonde, et à cause de ça, je sais que je suis enceinte. Donc voilà, un jour on est à Tourette-sur-Loup, je me souviens, on était dans un petit village, dans un restaurant, et puis je dis à Thibaut, écoute, faut que je te fasse part de mes doutes, mais je crois que je suis enceinte, etc. Et Thibaut me dit, je crois aussi que t'es enceinte. Et du coup je me dis, ah putain, mais il est trop fort et tout, il ressent la même chose que moi, machin, mais en fait il me dit, bah ouais, parce que tu pues des aisselles en fait. Donc j'étais là, ah oui, bon ben... Et en fait tout de suite on se dit, bon, ne nous emportons pas, on n'est pas encore sûr, etc. Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard, parce que on a partagé notre pensée, et en fait on est déjà dans une certaine projection, on a des attentes du coup, donc... Voilà, c'est l'attachement en fait, il commence à ce moment-là. Très difficile en fait de se dire non, t'attaches pas trop à la grossesse, ça se trouve tu fabules, tu vois. Quelques jours après, on rentre dans le nord et du coup c'est la rentrée, et en fait je devais avoir mes règles le vendredi de la semaine de la rentrée. Comme je suis réglée en plus comme une horloge, je me dis si vendredi matin j'ai pas mes règles, je fais un test de grossesse. Et donc je me dis je vais prendre le best test de grossesse ever, je vais prendre celui qui affiche enceinte pas enceinte. Et du coup 7h du matin, bim bam boum, je fais pipi sur le bâton, et puis là on attend 5 minutes avec Thibaut. Donc moi j'ai tout mon corps qui tremble et tout, je suis impatiente comme jamais, je suis hyper excitée. Et puis, test négatif. C'est marqué noir sur blanc, pas enceinte. Donc là, déjà, je tombe vraiment du grenier à la cave, parce que je me dis, mais comment c'est possible? Comment je ne peux pas être enceinte alors que j'ai tous les symptômes? Donc comment ça se fait que le test le repère pas? Donc voilà, avec Thibaut, on se dit, bon, c'est tout, je suis pas enceinte. Donc Thibaut, lui, direct dans sa tête, c'est le test est négatif, elle est pas enceinte. Voilà, très difficile de faire face à la déception, déjà dans un premier temps. Puis en fait, les jours passent et puis je vois que j'ai toujours du retard, vraiment mes règles n'arrivent pas. Avec Thibaut, on se dit, si mercredi j'ai toujours pas mes règles, on refait un test. Sauf que moi, je suis absolument impatient. Le lundi matin, je suis en télétravail, Thibaut part au bureau, ni une ni deux, il passe le pas de la porte, je décide de refaire un test de grossesse puisqu'il m'en restait un. Là, je fais un test, du coup, qui s'avère positif. Donc trop contente, je me dis je vais pouvoir partager la nouvelle à Thibaut, et dit comment je vais lui annoncer, qu'est-ce que je fais, machin, vraiment voilà, j'imagine des trucs dans ma tête. Et puis en fait dans l'après-midi, je commence à avoir très très mal au ventre. Et puis je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, qui est pas normal. Je me dis finalement, est-ce que je lui dis en fait? Parce que là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, je décide de pas lui dire. Je décide de lui cacher en fait que j'ai fait un test et qu'il est positif, et voilà. Et en fait, le lundi soir, je commence à avoir des pertes rosées dans ma culotte. Et qu'est-ce que je fais? Je fais évidemment comme toute personne qui a peur et qui commence à se faire des films, je vais sur Google. Du coup, je cherche perte rosée, grossesse et tout, et donc en fait, je suis mi-figue mi-raisin, parce que les pertes rosées, c'est soit normal et donc c'est annonciateur d'une grossesse, soit c'est anormal et donc c'est annonciateur d'une fausse couche. Donc en fait, j'ai le cul entre deux chaises, entre l'excellente et la très mauvaise nouvelle. Donc je me dis vraiment, je vais pas lui dire que je suis enceinte en fait. Là, ça sert à rien. Concrètement, c'est ce que je me dis. Je vais me coucher, je suis hyper déçue parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer comme je l'avais imaginé. Et puis le lendemain matin, donc on est le mardi 14 septembre, et donc Thibaut part au bureau. Et juste avant qu'il parte, en fait, je lui dis je me sens vraiment pas bien et tout, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? En fait, je me suis réveillée avec toute la pesanteur du monde, avec toute la tristesse du monde, tout mon corps était triste en fait. Et
Je savais qu'il allait se passer quelque chose de pas cool. J'avais besoin de réconfort et en fait mon Thibaut était pressé, du coup il me prend rapidement dans ses bras et puis il me dit bon bah bonne journée machin. Moi ce matin-là du coup je suis censée être en formation à 9h et donc je dois me connecter, je suis en télétravail toujours et en fait je m'assois sur les escaliers au rez-de-chaussée et là j'ai extrêmement mal au ventre, je suis tordue de douleur. Donc très rapidement je cours pour aller aux toilettes au premier étage et dès que je m'assois en fait c'est la catastrophe. Je perds énormément de sang. C'est juste impressionnant. Ça s'est pas mis à couler progressivement, ça a juste, je sais pas, ça a fait comme une flaque. Et du coup, en fait, je suis prise de panique parce que je réalise que je suis en train de perdre du sang. Mais parallèlement, et très étrangement, en fait, je me dis... Attends, mais à 9h j'ai une formation, je suis en retard, il faut que j'aille me doucher. Enfin, en fait, c'est vraiment très ambivalent dans ma tête. Je réalise que je suis en train de perdre énormément de sang et donc je suis en train de perdre mon bébé. Et en même temps, je suis en mode robot, je dois me connecter à 9h, j'ai ma formation, machin. Donc du coup, c'est extrêmement bizarre ce qui se passe et le sang ne s'arrête pas de couler et vraiment, je n'ai jamais vu autant de sang émaner de mon corps. Pour prendre ma douche, j'ai dû mettre des serviettes de nuit. Je me tenais comme ça avec... les mains sous mon pubis pour faire en sorte que le sang coule pas partout dans les escaliers et tout. Enfin, j'essaie de me doucher rapidement mais le sang ne s'arrête pas de couler, je vois des caillots qui tombent sur le sol de la douche, ça ne s'arrête pas, c'est juste horrible. Vraiment cette scène, c'est une des scènes les plus traumatisantes que j'ai pu vivre dans ma vie. Tant je suis une femme avec des règles abondantes, mais là vraiment je me dis c'est trop, ça ne s'arrête pas, j'ai l'impression de perdre des litres et des litres de sang. C'est interminable. Donc je m'habille, je mets des tonnes et des tonnes de serviettes, je crois que je mets 3-4 serviettes de nuit dans ma culotte pour vraiment essayer de limiter les dégâts. Évidemment ça ne suffit pas puisque au bout de 10 minutes j'ai à peine le temps de me connecter, mettre mon casque, couper la caméra, couper le micro, que tout est déjà plein. Donc du coup je me retrouve en fait avec mon ordinateur connecté à ma formation, avec mon casque, caméra et micro coupé aux chiottes, en train de faire ma fausse couche. Donc je me souviens que la formation s'ouvre en fait avec l'humeur du jour et en fait moi je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et au moment où c'est à mon tour en fait de donner mon humeur, je peine à parler pour dire que je passe pas une très bonne journée, que j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Puis en fait paradoxalement je m'évertue en fait à continuer ma journée comme si de rien n'était. Donc en fait je suis en train de faire ma fausse couche mais je m'en rends pas compte et je me dis mais ça peut pas être fini, c'est pas possible. J'envoyais des SMS à Thibaut en même temps, je lui disais je suis en train de faire une fausse couche et tout, mais comme lui il avait pas l'info de base que j'étais enceinte, donc lui il me dit mais non c'est tes règles en fait. Et je suis là mais non, je te dis que je suis en train de faire une fausse couche, je sais quand même faire la différence entre des règles et une fausse couche. Et du coup je vois à ce moment-là que Thibaut et moi sommes complètement déconnectés l'un de l'autre. Il y a un fossé qui se creuse, on ne se comprend pas, mais forcément c'était impossible pour lui de me comprendre puisqu'il n'avait pas toutes les informations en main. Et moi en fait à ce moment-là je me dis mais il comprend rien en fait, c'est pas possible, enfin il fait exprès. Voilà, la journée passe, je suis toujours d'une extrême tristesse et le soir Thibaut rentre, il me dit ah coucou, comment ça va, t'as passé une bonne journée? Et là, je le regarde en mode, mais comment tu peux me demander si j'ai passé une bonne journée? Je suis atterrée. Et du coup, je fais un peu la gueule toute la soirée, je vais me coucher, je suis contrariée. Le mercredi, donc le lendemain matin, je décide finalement de ne pas travailler. Et je parle à une très bonne amie à qui j'explique la situation, qui me dit écoute, moi je te conseille d'aller à l'hôpital ou au moins d'aller voir ton gynécologue de ville pour s'assurer que tout va bien en fait, que tout est bien parti. Thibaut est de nouveau parti au bureau et je prends rendez-vous tout de suite avec ma gynécologue de ville qui me donne rendez-vous dans l'après-midi en urgence. Donc l'après-midi, je vais chez ma gynécologue qui du coup me fait une échographie pour vérifier la vacuité utérine. Donc elle se concentre uniquement sur l'utérus et je vous donne ce détail parce que ça va avoir une importance primordiale pour la suite des événements, vous verrez. Là voilà, elle pose sa main sur ma cuisse, un geste vraiment que j'ai trouvé très humain et puis elle me dit écoutez,
je suis vraiment désolée. Mais je vous promets que ça va aller. Voilà, elle me dit que les fausses couches sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on croit et que ça n'empêche absolument pas d'enfanter par la suite en fait. Donc, je sais qu'elle fait son travail et qu'elle essaie d'être humaine et douce à ce moment-là. Mais moi en fait, je suis pas capable d'entendre ça. Je me dis mais je viens de faire une fausse couche. Faut pas me parler de retomber enceinte dans la minute qui suit. J'ai l'impression d'être nulle. Voilà ce qui se passe. La gynécologue m'avait quand même dit que ce serait bien que je fasse des dosages, donc des tests sanguins pour vérifier que mon hormone de grossesse descende bien à 0. Donc elle me dit, bon, vu la vacuité, normalement vous devriez être à 0 demain matin. Donc le jeudi matin, je vais au labo, je fais mon test et assez rapidement, je pense vers la fin de matinée, je reçois mes résultats. Et comme elle avait l'air certaine, la gynécologue, que mon taux allait être à 0, quand j'ouvre mes résultats, je vois que mon taux de bêta-HCG est encore à 18. Du coup, je me dis, bon, 18, c'est pas très élevé, mais c'est pas non plus rien du tout. Donc voilà, je l'appelle, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, c'était finalement, il y a que 48 heures, la fausse couche, donc c'est le temps que ça redescende. Donc elle me dit, dans une semaine, refaites un dosage de bêta-HCG et on verra, du coup, pour la suite. Donc je me dis ok, très bien. Et en fait, le vendredi passe, le week-end passe, et puis je vois en fait que mes symptômes de grossesse ne s'estompent pas. Bien au contraire, en fait, j'ai l'impression que ça s'intensifie parce que je commence à avoir des nausées que j'avais pas avant. J'ai toujours mal au dos, j'ai toujours mal au ventre, donc je me dis il y a quelque chose qui est pas normal. Donc, comme j'ai peur, je décide de refaire un dosage le lundi. Donc il y a quasiment une semaine qui s'est écoulée du coup entre la fausse couche et le lundi. Je refais mon dosage, pareil, j'ai les résultats assez rapidement et en fait on voit que mon taux d'hormones de grossesse a fortement augmenté. On est quasiment presque à 200 en termes de taux d'hormones de grossesse. Là, c'est la panique, je me dis comment c'est possible. Ça veut dire que je suis encore enceinte en fait. Du coup, je décide d'appeler sous les conseils de ma sœur la maternité de Jeanne de Flandre, qui est une maternité à Lille qui est reconnue pour les grossesses compliquées notamment. Je leur explique la situation, que j'ai fait une fausse couche il y a pratiquement une semaine et que là je me retrouve avec un taux de bêta-HCG qui est aux alentours de 200. Et donc ils me disent félicitations, votre grossesse se passe très très bien, vous inquiétez pas, si jamais vous avez des douleurs ou si jamais les pertes de sang reprennent, venez aux urgences. Donc c'est l'ascenseur émotionnel, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je comprends rien, vraiment je suis perdue. Du coup, ma gynécologue, en fait, me rappelle, puisqu'elle reçoit les résultats, et en fait, là, elle me dit écoutez, je suis vraiment surprise par vos résultats d'analyse sanguine, du coup, je vous propose de refaire un dosage dans 48 heures. Sauf que 48 heures, quand t'as autant de doutes, c'est une éternité. Donc avec Thibaut, on se regarde, on est là, mais c'est une blague ou quoi? On va attendre 48 heures avant de savoir ce qui se passe. Et en fait, elle me dit, oui, moi je vais pas vous refaire une échographie, étant donné la vacuité utérine qu'on a vue la semaine dernière, et votre taux est encore trop bas, donc on verra rien. S'il y a une grossesse, on la verra pas. Donc je me dis, ah ouais, donc en fait là je suis condamnée à attendre et à pas savoir ce qui se passe. Donc c'est absolument dérangeant et c'est très très perturbant. Finalement arrive le mercredi et du coup je retourne au laboratoire et cette fois-ci donc le résultat indique que l'hormone de grossesse elle est toujours élevée mais elle a légèrement diminué. Du coup encore une fois Google mon meilleur ami, taux de bêta-HCG qui descend, qui diminue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est annonciateur d'une fausse couche ou mais en tout cas la grossesse n'est pas viable et ça je le comprends assez rapidement. Parallèlement à tout ça, en fait je commence à avoir des douleurs qui naissent au niveau du dos, c'est concentré en fait sur la partie droite et dans le bas du ventre à droite. Donc c'est quand même une douleur que je ressens qui est assez gênante parce que quand je m'assois je suis pas bien, quand je suis allongée je suis pas bien, quand je suis debout je suis pas bien, voilà c'est une sensation qui commence à prendre de la place. Du coup je décide d'appeler mon médecin généraliste puisque ma gynéco elle veut pas me faire d'écho, à Jeanne de Flandre on me dit que tout va bien, donc je vais consulter un troisième avis en fait. Là mon médecin me dit écoutez, allez aux urgences, partez à la recherche d'une grossesse extra-utérine.
Quand elle me dit ça au téléphone, je suis sur le cul, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin vraiment, moi je connaissais pas du tout la grossesse extra-utérine, j'avoue que j'étais assez mal renseignée là-dessus. Elle m'explique en fait que c'est une grossesse qui s'est malheureusement logée au mauvais endroit et qu'il faut la retirer parce que ça peut créer une hémorragie interne pour la mère et que ça peut la tuer accessoirement. Donc c'est un peu la panique et du coup avec Thibaut on décide de partir aux urgences. Et là, on passe une super soirée de 21h à 2h du matin. En plus, on peut pas être ensemble dans la salle d'attente parce que restriction Covid, donc c'est vraiment l'enfer. Du coup, les heures passent. C'est absolument insupportable. Parallèlement, je vois des femmes enceintes jusqu'au cou qui arrivent, qui elles vont accoucher. Donc c'est extrêmement douloureux en fait d'être à cet endroit-là à ce moment-là. Finalement, je finis par être reçue par des externes. Alors, j'ai rien contre les externes, vraiment. Je sais que voilà, c'est un métier où on a besoin d'être sur le terrain pour apprendre, etc. Mais voilà, il se trouve que ça s'est pas du tout bien passé avec ces deux externes. Elles me font une échographie par le bas, donc c'est pas du coup l'échographie avec le gel sur le ventre, c'est une échographie qui passe du coup par le vagin. Donc elle me titille et puis en fait quand elle me titille, je me mets à saigner et en plus j'ai des petites douleurs en fait. Donc moi ça me gêne, elle me dit ça vous fait mal et tout, je dis ça me fait pas extrêmement mal mais je suis gênée quand vous allez par là et tout, donc particulièrement vers la droite. Et donc là en fait elle regarde son écran et tout et puis elle dit j'ai un doute, je sais pas si c'est la trompe qui est un peu enflée ou si c'est un kyste à l'ovaire. Donc je suis là, ce serait quand même bien que tu saches parce que y a quand même une différence entre les deux et moi j'aimerais bien savoir si c'est effectivement une grossesse extra-utérine ou pas. Je vois qu'elle est dans le doute, donc elle demande à sa collègue de regarder, sa collègue qui n'en sait pas plus qu'elle. Et donc à ce moment-là, je me dis, appelez un chef de service en fait, ne restez pas comme ça, les yeux écarquillés sur l'échographie, en sachant qu'aucune de vous deux n'a de certitude sur ce qui se passe en fait. Et puis je vois que du coup elles prennent des clichés de l'échographie et puis elles me disent je suis désolée, on va vous demander de retourner en salle d'attente, je vais montrer les clichés à mon chef et puis on revient vers vous. Donc je me dis c'est fou quand même, qu'elles ont un doute, donc elles savent pas déjà différencier ma trompe de l'ovaire. Bon ça encore j'ai envie de dire, quand on est en apprentissage, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais pourquoi ne pas appeler directement un chef de service pour venir me faire l'échographie? Donc ça, c'est quelque chose déjà que je ne comprends pas, et pour moi, c'est une véritable erreur, parce que du coup, je suis dans le doute, en fait. Moi, je sais pas ce qui se passe. Et clairement, c'est pas moi qui ai le savoir. Vraiment, j'ai l'impression d'être une idiote, en plus avec les questions qu'elle me pose auparavant. Est-ce que c'est pas l'appendicite? Est-ce que c'est pas un problème lombaire? Je me dis, ça se trouve, je suis complètement zinzin en fait. Elles reviennent vers moi quelques heures plus tard, parce que ça dure quand même assez longtemps, ce temps d'attente. Et elles me disent, écoutez, nous on a complètement exclu la grossesse extra-utérine, ça peut pas être ça, puisque quand je vous ai fait l'échographie, si c'était vraiment le cas, vous auriez sauté au plafond de douleur, machin, donc vraiment, voilà, on vous fait repartir du coup avec du Doliprane et qu'est-ce qu'elles m'ont donné? Du Doliprane et du Spasfron. Donc je me dis, super, je passe ma nuit aux urgences de 21h à 2h du matin, tout ça pour repartir avec des trucs que j'aurais pu acheter moi-même en pharmacie. Et surtout, je pars sans savoir exactement ce que j'ai. Donc elle décide quand même de me reprogrammer un dosage de bêta-HCG à l'hôpital et de me reprogrammer également une échographie. Donc elles me disent, dans 48 heures, vous revenez, vous allez refaire une échographie et refaire un dosage pour vérifier que tout va bien. Donc en fait, moi, elles me font partir avec la pensée que ma grossesse se passe bien en fait. C'est encore une fois l'ascenseur émotionnel, donc je retourne voir Thibaut. Voilà, je lui dis écoute, on a rendez-vous dans 2 jours, donc il faut encore attendre 48 heures de nouveau. À ce moment-là, je suis complètement perdue. Je me dis là en fait, je sais même pas si je veux que cette grossesse ait lieu parce que elle est tellement étrange, elle me crée tellement de maux et d'angoisse que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, que si je suis enceinte, il y a un problème.
Et donc le vendredi matin, on a rendez-vous à la maternité de Beaumont à Roubaix à 9h. Moi je dis à Thibaut, bon écoute, je pense qu'à 13h, vu le temps que ça a mis la dernière fois, on sera sortis, machin. Et puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc effectivement, à 9h, j'ai fait ma prise de sang dans le bureau des infirmières. Et puis ensuite, elles me disent, bon ben pour l'échographie, ça se passera du coup du côté des urgences. Donc déjà... je suis dégoûtée parce que je me dis, en fait, on me donne rendez-vous, tout ça pour que j'attende aux urgences. Donc super, comme si j'avais pas suffisamment attendu comme ça. Thibaut, encore une fois, ne peut pas m'accompagner parce que restriction Covid. Finalement, vers midi, quelque chose comme ça, une nouvelle externe vient me chercher. Elle me prend en bureau de consultation, du coup, du côté des urgences. Et en fait, elle me dit... Bon, écoutez, au vu des résultats de votre prise de sang, on suspecte une grossesse extra-utérine. Je tombe de nouveau sur le cul, je me dis mais comment c'est possible? Et du coup je lui dis mais comment? Et en fait elle me dit on vous a pas expliqué, etc. Je dis si, je dis bien sûr, si, on m'a expliqué, mais c'est simplement qu'il y a 2 jours je suis venue, vos collègues ont complètement exclu la grossesse extra-utérine, donc je vous avoue que je ne comprends pas. En fait elle m'explique que comme mes résultats sanguins ont montré que mon hormone de grossesse avait diminué, ça veut dire que la grossesse n'évoluait plus. Elle me fait une échographie, cette fois-ci elle tourne vraiment l'écran vers elle. Et donc tout de suite en fait elle trouve la grossesse. À ce moment-là je vois ses sourcils se froncer, enfin je vois vraiment qu'elle fait une tête, elle a pas de doute, elle sait que potentiellement que je vais devoir me faire opérer, que ma grossesse n'est pas viable. Elle s'excuse d'avance, elle me dit je suis vraiment désolée, je vais devoir vous demander de retourner en salle d'attente, je préférerais faire valider mon diagnostic à ma chef de service et qui vous refera du coup l'échographie. Voilà, elle s'excuse vraiment très sincèrement, je sens qu'elle est hyper emmerdée de me demander de retourner en salle d'attente, je sens qu'elle est hyper emmerdée par le diagnostic. Donc je retourne m'asseoir dans la salle d'attente, là j'ai les larmes qui montent, Thibaut qui est de l'autre côté, parce qu'on était séparés du coup par une porte, il me voit à travers le hublot avec mes larmes qui coulent. Donc je lui écris et je lui dis écoute, il suspecte une grossesse extra-utérine. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est fichu quoi. Genre vraiment, je suis atterrée. Je refais cette erreur à nouveau d'aller consulter sur Google et en fait... en cherchant grossesse extra-utérine, je vois déjà que c'est des cas de grossesse qui sont quand même assez rares, c'est que 2% des femmes qui en font, donc à peu près 15 000 femmes par an en France qui font des grossesses extra-utérines. Je vois aussi que du coup, il y a plusieurs procédés, que de toute façon la grossesse n'est pas viable, qu'on ne pourra pas la sauver. On ne peut pas déplacer en fait la grossesse dans l'utérus, hein, c'est pas possible. Je sais pas, peut-être 3/4 d'heure plus tard... la chef de service des urgences vient me chercher, elle me fait de nouveau asseoir en bureau de consultation. Et puis là, en fait, elle me pose des questions qui font que je sais exactement ce qui va m'arriver dans les heures qui vont suivre. Et puis elle me dit, bon, on va passer à l'échographie, machin, donc voilà. Cette fois-ci, elle tourne l'écran vers moi. Et puis elle m'explique tout. Elle m'explique tout, elle me montre en fait où se situe la grossesse, donc elle voit que ma grossesse en fait est coincée dans ma trompe droite, que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des saignements, parce qu'en fait il y avait un corps hémorragique qui s'était créé, du coup une hémorragie interne avait commencé à s'étaler. Et en fait, voilà, elle me dit bon, j'arrête de vous embêter avec l'échographie, donc très très professionnelle, très humaine. Elle me couvre du coup d'un linge et en fait là, elle m'explique toutes les étapes qui m'attendent. Elle pose sa main sur mon épaule et puis elle me dit donc malheureusement, je confirme la grossesse extra-utérine. Du coup, il va y avoir plusieurs cas de figure. Malheureusement, là, on ne peut pas faire de diagnostic complet parce qu'on a besoin
de vous opérer en fait pour voir exactement ce qui se passe et quelle est l'ampleur des dégâts. En fonction de l'état de ma trompe, il va y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir, soit si la trompe est pas trop endommagée, qui feront tout pour la sauver, soit si la trompe est trop endommagée, que dans ces cas-là ce sera une salpingectomie et que du coup ça veut dire qu'on va me retirer ma trompe. De toute façon, là l'opération est urgente et que ça va se passer dans l'après-midi. Donc là c'est la catastrophe. Moi je suis effondrée, je me dis là c'est foutu quoi. Et en fait ce que j'entends surtout moi c'est que on va me retirer mon bébé et on va me retirer ma trompe. Je demande du coup à la chef de service si c'est possible d'appeler Thibaut qui est en salle d'attente de l'autre côté. Elle nous laisse un peu d'intimité et puis en fait quand je vois Thibaut, je m'effondre dans ses bras à ce moment-là. Je m'en souviendrai toujours. J'ai vu ses yeux tristes et comme nos familles avaient suivi du coup ce qui se passait, je demande à Thibaut du coup de prévenir tout le monde parce que moi j'en suis incapable. Je pleurais sans arrêt, je m'arrêtais plus de pleurer, je pleurais. Et puis finalement, on nous fait rentrer en chambre. Vraiment pour ça, la maternité de Beaumont a été extraordinaire avec nous. Extraordinaire avec Thibaut, parce que pour lui ça avait vraiment été très difficile aussi de savoir que moi en fait finalement j'étais en danger de mort puisque j'étais en pleine hémorragie interne et que je m'en rendais pas forcément compte. Donc du coup ils lui ont offert ses repas, ils lui ont préparé un lit pour qu'il passe la nuit avec moi. Ils ont vraiment été d'une humanité et d'un professionnalisme incroyable. Les heures qui ont précédé l'opération, ça a été les heures les plus longues de ma vie parce que j'avais envie que ça se termine en fait. Maintenant que je savais, je voulais que ça se finisse. Et puis quand j'étais en salle de réveil, du coup, juste après l'opération, donc il devait être 21h, quelque chose comme ça, la première question que je pose en fait à l'équipe d'infirmiers et anesthésistes, c'est est-ce que vous avez retiré ma trompe ? Donc l'infirmière me dit oui, on a dû retirer votre trompe et la grossesse aussi a bien été retirée. Du coup c'est une opération qui s'est passée par célioscopie, donc en fait on vous fait 3 trous sur le ventre, on fait gonfler le ventre pour pouvoir ensuite vous opérer avec une petite caméra, etc. Bon, j'avoue, je connais pas trop la technique de la célioscopie. La nuit, du coup, on a vérifié mes constantes, s'assurer que je faisais pas de température, qu'il n'y avait pas d'infection, etc., etc. Puis le lendemain, juste avant de sortir de l'hôpital, du coup, j'ai rencontré la chirurgienne, qui est gynécologue obstétricienne, qui du coup m'a expliqué comment s'était passée l'opération. En fait, elle m'a expliqué que mon pronostic vital était engagé. En fait, moi ça, à ce moment-là, je l'entends pas du tout, parce que moi, dans ma tête, ce que je sais, c'est qu'on m'a retiré ma trompe et qu'on m'a retiré mon bébé. Quand on vous retire une partie de vos parties génitales, c'est vraiment... En fait, je me sentais hyper mal. Je me sentais comme si j'étais plus tout à fait une femme en fait, comme si j'étais plus capable d'enfanter et j'étais vraiment anéantie par ça. J'étais anéantie par le fait d'avoir perdu mon bébé, du coup d'avoir perdu 2 bébés parce que ça faisait beaucoup en 10 jours et ça a été extrêmement difficile en fait de me remettre. Une chose aussi qui est primordiale, c'est pour moi de partager ce qu'on ressent et ce qu'on vit avec son partenaire parce que, comme je vous ai dit, moi quand ça s'est passé, surtout pendant la fausse couche, j'étais toute seule et j'avais pas forcément partagé à Thibaut que j'étais enceinte. Donc du coup, ça avait vraiment créé une déconnexion en fait entre nous, ça avait créé un fossé. Et si je lui avais dit que j'étais enceinte, on n'aurait pas été aussi déconnectés et j'aurais pas alimenté une certaine animosité parce que c'était un peu ce qui était arrivé en fait. C'est que du coup, j'étais triste en fait qu'ils me comprennent pas, j'avais l'impression d'être triste toute seule. En fait, c'était pas de sa faute puisqu'il n'avait pas toutes les informations en main. Donc c'est vraiment important en fait de partager avec son partenaire. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment aidée aussi à surmonter ce deuil périnatal, c'est d'en parler non seulement avec un psychologue, mais aussi d'en parler avec des gens qui ont vécu la même chose que soi. Moi j'ai eu la chance de tomber sur 2-3 personnes qui ont vécu une fausse couche et une grossesse extra-utérine, pas dans les mêmes conditions, mais
mais qui du coup savaient ce que c'était de passer par ces deux événements extrêmement douloureux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu aider certaines ou certains d'entre vous. Là, si vous avez des questions, écoutez, j'ai envie de dire que les commentaires sont une ouverture à la discussion. N'hésitez pas à votre tour à témoigner parce que je trouve que c'est un sujet qui est important. Voilà, la parentalité, c'est pas forcément un parcours qui est facile. Donc voilà, j'encourage vraiment à ouvrir le discours là-dessus. Merci en tout cas d'avoir écouté ce témoignage. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. De la joie et de l'amour.